Voici le 8e numéro des Technos avec mes petits camarades qui arrivent dans un instant. On va parler bien entendu d'Apple, comme on le fait chaque semaine. On va parler également de Google, de Microsoft. On va parler de Lenovo, de Xiaomi, fabricant chinois, mais également d'autres fabricants de smartphones et d'autres actualités. C'est l'actualité technologique de la semaine, vue par les Technos. Et nos technophiles cette semaine sont d'un côté Sébastien, bonjour Sébastien, Marc, et puis également David, bonjour tous les trois. On va commencer comme on a l'habitude de le faire maintenant, c'est presque devenu une tradition. On commence par les informations qui concernent Apple, parce que ça commence par A, on va dire ça comme ça, même si on nous le reproche, ceux qui n'aiment pas Apple du coup disent qu'on parle trop d'Apple, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, moi je trouve qu'on parle pas... Oui, voilà. surtout qu'on nous reproche de ne pas en dire du mal. Voilà. On dit du mal, on dit du bien, on dit ce qu'on en pense. Voilà, exactement. Donc on va pas se forcer à dire du mal quand il n'y a pas raison de dire du mal, mais on va pas se forcer non plus. Voilà. Mais on peut en dire aussi. Marc, par exemple, tiens, puisqu'on en parle, il n'y aura pas de SIM universel signé Apple, manifestement. Hein. C'était pourtant ce qui était attendu, mais ce ne sera pas le cas. Si, ce sera le cas, mais pas chez tout le monde. En fait, cette semaine-ci, on a un triple A, on a Apple, on a AT&T et on a A, c'est con. Ah. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives chez AT&T avec la nouvelle SIM Apple, qui est une SIM universelle, qui est censée pouvoir être transbahutée d'opérateur en opérateur sans changement physique, avec simplement une adaptation au niveau soft, quand tu arrives chez AT&T et que tu as activé ton abonnement, tu as un beau message qui te dit « ta SIM universelle, elle est morte. D'accord. Elle est bloquée chez nous. » Donc, c'est con. Exactement. Ça tue un peu le concept. Bah oui, c'est ça, c'est dommage parce que l'idée n'était pas mauvaise en soi, soyons clairs. Et si déjà certains opérateurs font bon à part, on se doute bien que ça va pas super bien marcher de manière générale. Hein. On retourne également sur le Bendgate. On avait parlé de ces problèmes d'appareils qui plient lors de la sortie de l'iPhone 6, me semble-t-il. C'est de retour, c'est le retour de la pliure. C'est le retour du fils de la vengeance de la pliure, avec cette fois-ci des petits comiques qui ont réussi à plier non pas un iPhone 6, ça c'est has-been, mais un iPad Air 2. Et alors, on montre la photo là pour l'instant, je sais pas avec quoi ils l'ont plié, ils ont dû aller à la presse hydraulique, mais ils l'ont plié tellement fort qu'ils ont même réussi à exploser l'écran. Carrément. C'est du Gorilla Glass 3. Bon, pour péter ça, faut y aller. C'est quand même un des matériaux les plus solides. Et alors, le truc qui est le plus surréaliste, c'est oui, alors nous avons réussi à plier un iPad Air 2 en nous asseyant dessus. Personnellement, les gars, ils me disent ça. Je suis désolé, mais l'iPad Air 2, c'est pas un coussin. C'est pas fait pour. Ça rend difficilement en poche. Voilà. T'as ton cul qui est quand même une forme bizarre, hein, si tu l'as plié comme ça. Si tu l'as plié, t'as le cul en pointe. C'est plutôt, oui. C'est saillant, on va dire. Redevenons sérieux 2 secondes. Ouais. Effectivement, il y a eu le Bendgate qui a réussi à susciter quand même un certain intérêt chez Apple. Même s'ils ont insisté sur le fait que le nombre d'appareils qui ont été touchés est assez limité, ils ont accepté de remplacer tous les appareils qui ont été pliés. À l'insu du plein gré de leur propriétaire, on va dire. On va dire ça comme ça. On reste encore un tout petit peu chez Apple avec Sébastien pour parler d'iOS 8 qui manifestement n'arrive pas à convaincre tout le monde. Oui, je voudrais quand même un petit point sur le Bendgate et je voudrais quand même saluer Bendgate et sa femme pour tout ce qu'ils donnent comme argent à la fondation. On n'en parle pas assez souvent à la fondation Bendgate. C'est bête. Et donc voilà. Ouais. Et donc iOS 8 c'est pas la fête. Alors même si effectivement Apple force un petit peu la main à tout le monde à mettre à jour avec les petits messages sans cesse sur votre téléphone et votre iPad en disant mettez à jour et tu as juste le choix d'attendre un petit peu plus tard ou de mettre la mise à jour sur ton téléphone. Eh bien, ils n'ont quand même réussi qu'à faire 52% des utilisateurs qui sont passés à iOS 8. C'est le plus mauvais taux sur le même timing que ce qu'ils ont eu depuis iOS 5. Donc, c'est pas la fête. Il y a pas mal de gens qui refusent de mettre la mise à jour, assez logiquement pour pas mal de choses.
parce que vieux appareils peut-être, de 1, je pense pas qu'ils rentrent dans les stats. Il y en a de toute façon, oui, enfin il y a de plus en plus d'anciens appareils toujours en circulation, hein, ça c'est très clair. De plus en plus d'anciens, ça c'est d'office. Plus le temps passe, plus il y aura d'anciens, et donc tout le monde n'est pas d'accord de faire sa mise à jour, parce que on le sait bien, après un moment, son appareil, on se doute bien qu'il va pas bien supporter cette mise à jour, et donc on préfère ne pas la faire et garder un appareil qui reste fonctionnel. C'est un choix aussi. Et puis, il y a tout le problème de la taille de la mise à jour. Hein. Pour faire une mise à jour d'iOS 8, il te faut 5 Go de libre. Ouais. 5 Go de libre sur pas mal de devices où ils sont à 16 Go parce que c'est les entrées de gamme. Et c'est dur, quoi. Donc, c'est pas nécessairement par choix que l'on ne fait pas la mise à jour, enfin par choix délibéré parce qu'on n'aime pas iOS 8. C'est pas parce qu'on n'aime pas iOS 8, c'est parce qu'on sait que ça ne va pas aller. Non, et puis aussi un petit peu parce qu'on l'aime pas, parce qu'il faut quand même souligner le fait que c'est la release la plus buggée dans l'histoire d'iOS. C'est vrai ? Oui. Jusque-là, on n'est pas... On n'est pas gâtés, quoi. J'adore, parce que de l'autre côté, je vois la tête de David qui dit « Ah bon ?» Ose dire le contraire. Pas d'accord ? Non, je vais pas dire le contraire, parce qu'effectivement, leur lancement n'est pas super réussi. Maintenant... c'est pas non plus le plus mauvais iOS qu'on ait vu. Il y a pas mal d'évolutions. Effectivement, il y a pas mal de bugs. Et je pense que tous les deux, vous êtes vraiment concernés directement par ces bugs-là. Et donc voilà quoi, je serai celui qui a dit du gentil d'Apple cette semaine. ça arrive aussi, on peut dire du toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ouais. Seb, on quitte le monde Apple pour rejoindre celui de Google en quelque sorte, puisque Lenovo se paye Motorola. Motorola qui, on le sait, était dans le giron de Google jusqu'il y a peu. Voilà, Google qui l'avait acheté essentiellement pour les brevets. Ils l'ont pas mal utilisé pour créer quelques téléphones et montres connectées, la 360 et qui y arrivent seulement. Et donc Google l'a pas mal utilisé à son avantage. Maintenant, ils l'ont acheté pour la guerre de brevets dont on n'a plus trop parlé pour le moment. Ils se sont calmés. Ouais. Voilà, c'est mieux quand c'est comme ça. Et donc, comme c'est pas non plus le truc qui était vraiment dans les cordes de Google, ils sont pas dans le matériel pur et dur, ils sont surtout dans les évolutions logicielles. C'est pas le truc qui leur plaît le plus et qui va avec l'esprit de la boîte. Donc, ils ont revendu ça à Lenovo début d'année et les autorités ont décidé de valider l'achat maintenant. Donc, les 3500 employés à Chicago entrent dans le giron de chez Lenovo. Lenovo qui était déjà pas le plus petit fournisseur de smartphones et qui va donc remporter encore un peu plus de part de marché. Gros propriétaire de brevets également, hein, Lenovo, puisqu'ils ont de l'IBM depuis pas mal de temps, avec les portables IBM en l'occurrence, et bien d'autres choses aussi. Enfin, c'est les rois du rachat, quelque part. Hein. Oui, Lenovo, et ils ont quand même encore sorti ici pas mal d'argent, parce que c'est pas mal, c'est 2,91 milliards de dollars. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Hein, quand on prononce ce genre de chiffres, on n'y croit pas trop. Si ça n'existe pas en fait. Non mais enfin, il y a quand même un truc, moi ça m'interpelle, c'est ma petite réflexion sur ce sujet. 2,91 milliards de dollars pour une entreprise technologique avec un patrimoine, avec des brevets, avec des compétences, etc. Et puis à côté, tu as 19 milliards de dollars pour Snapchat. Oui, par exemple, c'est particulier. C'est là que ça devient abstrait. Oui, c'est ça. C'est là que la limite de la perception des choses, de la décence aussi par la même occasion. On va parler encore de Google, mais pour tout à fait autre chose. Un de ses patrons, son vice-président en l'occurresse, s'est envoyé en l'air. On peut vraiment dire ça. C'est passé un petit peu partout aux infos. C'est le fameux record de Baumgartner, hein, on s'en rappelle, qui était un petit peu bousculé. Oui. Et tu as peur que je massacre le sujet, hein et en fait... Oui, parce que voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Des histoires. C'est pas très technologique. Donc le monsieur s'est envoyé en l'air plutôt que d'être dans une capsule comme son prédécesseur. Il s'est accroché un ballon. Il s'est juste accroché, c'était même presque ridicule parce qu'il était un petit peu comme accroché par le col, comme ça, comme si il avait gardé son cintre dans sa combinaison et qu'on l'avait accroché au ballon. Et donc je pense qu'il a battu quand même le record d'altitude. Par contre, pas de vitesse de chute, même s'il est descendu quand même très très rapidement. En combien de temps il est redescendu de son... Sujet, hein. Pardon ? Tu m'as fait tout mon sujet. Hein. Oui, c'est voulu. Non, il est descendu en 4 minutes
truc comme ça, 4 minutes 20, 4 minutes 30. Voilà. C'est quand même assez rapide, 4 minutes 27, pas loin. Bon, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le monsieur, il a quel âge 57 ans, c'est un papy quand même. C'est quand même un papy. Donc, 57 ans. Ça relative. Non, mais ça, par rapport à l'autre qui avait combien 34 ans, comme ça. Donc, c'est pas. Voilà, ça relativise un petit peu la performance du prédécesseur. Mais voilà, bon, comme ça, on en a parlé. Hein, t'es tout content. Oui, voilà. Et je suis toujours contre ces sites qui ouvrent des vidéos à la con. Je n'ai pas demandé de faire play à cette vidéo. Voilà, parce que le site sur lequel on peut retrouver cette vidéo, on vous mettra le lien, on vous a mis le lien dans l'article qui va avec ce numéro 8 des technos. Vous aurez aussi la possibilité donc de lancer cette vidéo sans vous en rendre compte. Voilà. De couper, parce qu'elle se lance toute seule. Voilà. David, la prochaine version d'Office Mac arrivera durant le second semestre 2015, seulement, je serais tenté de dire. Seulement parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on l'attend. Maintenant, l'année 2015 va être une année importante pour la division Office, puisqu'il y aura et Office pour PC et Office pour Mac. Ouais. Donc, Office pour Mac, on en parle quand même depuis quelques mois sur Internet, avec pas mal d'informations qui avaient déjà fuité. Et donc, Julia White, qui est la manager générale pour Office et Office 365 au niveau worldwide, a pris les devants cette semaine-ci, enfin les devants, mais qui est un peu en retard quand même, dans une conférence qu'elle a donnée à Barcelone pour annoncer les grandes nouveautés et ce qu'on pouvait être en droit d'attendre pour l'année prochaine de la part d'Office. Donc voilà, il y aura des évolutions majeures, il y aura enfin un style plus propre et plus macOS pour la version Office Mac. Plus d'informations, ça a été très marketé, donc c'était beaucoup des informations un petit peu attendues sur le cloud, sur les interactions entre Office et Office 365. Donc on n'a pas d'informations très très concrètes, mais elle a voulu reprendre un petit peu la main sur sa communication. C'est plutôt une bonne chose, et donc on sait que pour Mac, ce sera pour le second semestre 2015. Pour PC, c'est toujours au même moment, c'est au courant août-septembre, puisque c'est prévu pour la rentrée des classes. Voilà, c'est bien noté. Tiens, Sébastien, on va parler drone. Après le drone d'Amazon, le drone de livraison d'Amazon, on se rappelle qu'ils avaient fait un petit buzz avec ce concept il y a quelques mois maintenant de cela. Après le drone ambulance, on en a parlé cette semaine aux informations, j'ai vu ça, un drone qui arrive à livrer assez rapidement un défibrillateur, par exemple, quand il y a un problème cardiaque quelque part. Il y a également le drone livreur de café. Voilà, c'est quand tu as un problème cardiaque, mais très léger ici. Hein, c'est vraiment juste quand tu t'endors. C'est ça. Et donc, c'est nos voisins hollandais qui apparemment ont besoin énorme de café et n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des machines à café, alors ils s'achètent des drones. Alors c'est une équipe de geeks qui a un bâtiment sur plusieurs étages et donc, effectivement, apparemment, ils ont du café au rez, mais pas aux autres étages, et ils se sont dit, voilà, plutôt que de s'acheter la machine, on va s'acheter on va se construire le petit robot qui va aller chercher le café et qui va nous le ramener. Voilà, c'est logique, hein. Oui. Tout le monde allait y penser, quoi. Bien sûr. Et donc, ils ont poussé le vice pour faire quelque chose d'un petit peu pro, hein, même très pro, où tu attaches ton café et quand il arrive, il dépose ça sur un emplacement qui est prévu pour, et il fait un petit bip bip pour te dire que ton café est là. Le quadricoptère détecte tout ce qui est obstacle, humain, machin, tout le bazar, pour éviter de te prendre un café dans les dents ou de le balancer dans l'escalier. Ce qu'il faut bien expliquer aussi pour ceux qui n'ont pas l'image, parce que ça arrive, c'est qu'il y a une espèce de porte-gobelet qui a été conçu, un porte-gobelet en carton, dirait-on, ou en plastique mou. Sur un petit drone. Qui est suspendu en dessous du drone, comme d'autres qui installent une caméra GoPro, par exemple. Hein. C'est un petit peu le même principe. C'est le même principe, sauf que, à la différence de mettre une caméra, tu as un problème avec le café, c'est que si tu vas un petit peu trop à gauche ou à droite, ton café, il déborde. Oui, donc là, il y a un petit capuchon. Ici, il y a un petit capuchon, mais surtout, l'algorithme est fait pour rester très stable, pour ne pas renverser ton café. Donc, pour le moment, c'est au stade du proto. Ils cherchent des fonds pour commercialiser le truc, mais je pense que ça a fait suffisamment de buzz. Du moins, on en a tous entendu parler dans le milieu geek sur la toile, que voilà, je pense qu'ils vont arriver à sortir un truc commercial.
Mais ça montre quand même, si je peux me permettre pour conclure sur les drones, ça montre quand même ces derniers mois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le milieu privé en tout cas, donc pour tous les drones, que ce soit domestique ou juste pour aller filmer sa maison, il y a quelque chose qui est en des place. drones de surveillance également pour les cultivateurs par exemple, pour cultiver pour surveiller les champs, etc. Ça se met en place également avec derrière du software aussi qui permet de manière automatique d'analyser en fonction de différents paramètres, des différentes alertes, etc. Donc voilà, il se passe vraiment un truc de ce côté-là. Je dirais que c'est les deux grandes tendances actuelles au niveau technologique, c'est les drones et les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Marc, tiens, encore de très haute technologie et du très particulier. On arrive à stocker 700 terabytes de données dans seulement 1 gramme. Explique-nous ça. 1 gramme, exactement. 1 gramme d'ADN, pour être précis. Il y a 2 chercheurs à Harvard, Monsieur George Church et Monsieur Sri Kozuri. Si George Church, il trouve. Et l'autre sourit. Et l'autre sourit, exactement. Et ils ont des raisons de sourire parce qu'ils ont quand même réussi à hacker l'ADN pour en faire un moyen de stockage. Et en fait, en utilisant les combinaisons de bases et en assignant des valeurs arbitraires aux différentes bases 1 et 0, ils arrivent quand même à stocker des informations de manière numérique avec quand même une densité de 700 terabytes de données par gramme d'ADN. C'est assez colossal. Bon, alors évidemment, le procédé n'est pas encore industriel. Ça se passe dans un labo. C'est pas encore assez rapide que pour permettre de lire l'intégrale de Game of Thrones en Blu-ray ou en ultra haute définition sur votre platine de salon. Mais ça a quand même 2 avantages. Le premier, c'est la durabilité. Parce qu'au-delà de la compacité, ça permet de conserver l'ADN de manière extrêmement longue, avec très peu de précautions. Et puis l'autre, c'est un truc qui va faire plaisir à tous les aficionados de la série IT Crowd, la scène culte où Jen montre ceci, c'est Internet. On peut aujourd'hui, voilà, on peut aujourd'hui synthétiser l'ensemble des connaissances indexées par Google, donc l'ensemble de l'Internet, dans une petite boîte qui fera 6 kilos et quelques. 6 kilos et quelques, avec quand même quelques... Voilà, là-dedans, il y a quelques bons kilos de conneries, il faut bien le reconnaître. Voilà, il y a quelques bons kilos. Il y a des chats, il y a des cochons, il y a des machins comme ça, voilà. C'est vrai, à quoi ça pourrait ressembler? Un croisement entre Internet et un humain, par exemple. Je sais, j'y ai déjà beaucoup réfléchi cette dernière heure. Je pense que ce sera un cochon en forme de chat qui plie. Il y a des chances, en effet. On va parler de tout à fait autre chose, mais toujours avec Marc, parce que ce garçon peut être sérieux aussi de temps en temps. On avait parlé ici du Fire Phone, rappelez-vous, c'est le téléphone signé Amazon. Ce Fire Phone, on n'entend plus parler du tout, quasiment plus. Ça marche pas, apparemment. C'est un flop. C'est un flop, effectivement. Amazon a d'ailleurs 83 millions d'unités. Non, tu sortiras pas le 1. Amazon a 83 millions de dollars d'unités invendues aujourd'hui, c'est-à-dire, à mon avis, à peu près tout leur stock. Et d'abord, il était trop cher. Comparé à d'autres téléphones que l'on peut avoir sous contrat aux États-Unis à $1 symbolique ou des tarifs extrêmement bas. Ici, le téléphone d'Amazon était quand même à $199 avec un contrat de 2 ans. L'App Store n'était pas tellement fourni. 240 000 applications contre plus d'1 million sur le Google Play Store et encore plus sur l'App Store d'Apple, avec beaucoup de crasse et beaucoup de déchets comme on en trouve sur beaucoup d'autres. Ouais. Il est arrivé trop tard sur le marché. Le temps que d'autres téléphones, d'autres modèles fassent leur niche. Et puis surtout, bon, à part le fameux effet 3D qui a impressionné tout le monde, voilà, il n'y avait pas grand-chose derrière. Donc oui, effectivement, le Fire Phone a fait long feu et on n'entend plus parler d'ailleurs. Je pense que le Fire Phone a fait un Sprout. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il parle de Sprout? Parce que c'est le sujet suivant que nous propose David. Sprout, c'est un PC HP qui fait plein de choses, qui a un scanner 3D et un projecteur intégré, c'est ça?
C'est ça. Et donc, c'est pas Sprout, c'est Sprout. Ça s'écrit S-P-R-O-U-T. Et donc, c'est Sprout. HP n'a pas vraiment réfléchi à son nom pour le public francophone. Mais par contre, le produit est intéressant parce que c'est une étude de style qui est principalement orientée pour les designers. Donc, effectivement, c'est un ordinateur tout en un, somme toute classique, mais relativement puissant, qui est équipé d'un scanner 3D et d'un projecteur ainsi que d'une tablette tactile. Donc, la surface tactile fait 20 pouces. Donc, c'est une belle taille pour pouvoir travailler. Et donc, pour les designers, ça peut être intéressant. Ça leur permet de directement avoir du tactile pour tout ce qui est encodage, du tactile sur l'écran, puisque l'écran de l'ordinateur, l'écran principal de l'ordinateur est tactile aussi. Mais où HP va plus loin dans ce produit-ci, c'est qu'il a placé un scanner 3D donc, qui vient de chez Intel, le RealSense. On en a pas mal parlé ces derniers temps. Donc, on sent qu'il n'y a pas que HP qui a participé à la création de ce produit. Et un projecteur. Qui va pouvoir projeter une image de 14 millions de pixels sur la partie tactile à plat. Donc voilà, est-ce que c'est un produit qui va être révolutionnaire? Malheureusement, la cible est un petit peu limitée parce que, excepté les designers qui pourraient être intéressés par le scanner 3D pour tout ce qui est modélisation et des choses comme ça, il y aura peu d'intérêt. HP a fait quelques démonstrations au niveau du jeu vidéo, mais il faudra voir si les développeurs de jeux vidéo vont vraiment se lancer là-dedans, sachant que pour le moment, il n'y a qu'une machine, celle d'HP, que la machine est quand même relativement chère puisqu'elle elle pointe à $1 900, qu'elle est actuellement uniquement disponible aux États-Unis. Mais voilà, je trouvais qu'il fallait un petit peu relever aussi ça parce que un nouveau produit sur le marché, c'est relativement rare. Ici, HP ose aller plus loin dans ce qu'il propose au niveau de l'informatique. Je ne pense pas que tout soit une bonne idée, mais c'est en tout cas une mise en avant de toutes les technologies qui existent autour de l'informatique, tout rassemblé et disponible pour le grand public, donc pourquoi pas. Faut dire que HP se bouge quand même pas mal, hein, il faut bien le reconnaître. Avec une autre annonce, mais là c'est pas encore accessible. On avait déjà parlé de ça ici en son temps. C'était une rumeur à ce moment-là. Ça semble se confirmer puisque HP communique là-dessus. Une imprimante 3D est à venir. Ce sera en 2016. Sébastien, c'est assez intéressant ce qui est présenté. En tout cas, ce qu'on a pu voir cette semaine et qui a été partagé par HP est assez intéressant, je trouve. Tout à fait, mais je vois que mon collègue opine. Oui, non, j'opine parce que le truc de Sprout, ça me fait penser à un petit aparté qui m'avait bien fait marrer à cette époque-là. Et effectivement, ça prouve que les firmes américaines ou étrangères n'ont pas toujours le chic pour s'entourer des bons traducteurs quand ils choisissent des noms de produits ou quoi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le Motorola Q. Oui. Avec les campagnes désastreuses du temps, j'en ai une devant les yeux. Si c'est important pour vous, c'est important pour votre cul. Voilà, par exemple. Voilà. Il y avait l'Alfa Romeo Mytho, ça n'a pas été les seuls. C'est juste. Exact. Aussi. Il y a mon intelligence, c'est mon cul. Ça, c'était là. Donc, voilà, fin de l'aparté. Bah oui, voilà. Fermons la parenthèse. L'imprimante 3D, effectivement, ils l'ont annoncé aussi mercredi. Alors c'est du proto de chez Proto, mais ça crée déjà quand même des trucs assez intéressants. Alors, il faut pas l'espérer avoir demain dans votre magasin préféré. C'est prévu pour 2016, donc on a encore largement le temps de voir venir. Ouais. Mais leur démo technologique est déjà assez impressionnante. De la part d'HP, on n'en attendait pas moins. Parce que ces dernières années, je trouve qu'ils étaient un peu plus calmes, mais là, ils montrent quand même pas mal d'innovation. L'imprimante arrive à descendre à une précision de 21 microns. Alors ça vous parle pas, mais c'est 5 fois supérieur à ce que fait le meilleur aujourd'hui en imprimante 3D. Et ils arrivent à imprimer 5 cm en 3 heures. De nouveau, ça paraît extrêmement long, ce qui est pourtant extrêmement rapide. C'est très rapide pour voir. On a tous déjà vu fonctionner les imprimantes 3D classiques, on va dire, hein, celle qui fait fondre un plastique un peu particulier sur une surface, etc. Enfin, ça prend un temps fou. Ici, effectivement, du coup, c'est beaucoup plus rapide. C'est très résistant aussi. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où ils impriment un anneau c'est pas en quelque sorte. Une voiture avec ça. Ils arrivent à soulever une voiture. Ça veut dire que c'est quand même relativement résistant. On le ferait pas avec n'importe quel matériau. Il y a ni avec ma voiture. Avec ta voiture. Il y a là-dedans une technologie un petit peu particulière, hein, parce qu'il y a plusieurs. Ils ont vraiment fait un travail sur la matière qui est utilisée pour cette impression
3D et qui permettrait d'utiliser, apparemment, Marc, plusieurs matériaux dans une seule impression. Oui, exactement. Ils ont réussi à combiner différents matériaux avec des caractéristiques différentes, caractéristiques de résistance, de flexibilité, mais également, ce qui est intéressant, ils ont réussi à mettre des matériaux qui ont, par exemple, une conductibilité électrique. Ouais. Et donc, on pourrait faire des systèmes en une seule passe qui intégrerait tout le câblage. C'est un gain de temps énorme. Imprimer par exemple des circuits imprimés, voilà. Mais en 3 dimensions par exemple, ce qui est tout à fait particulier. À suivre 21 microns, hein. 21 microns, c'est quand même rien du tout. Hein. On peut le faire en tout petit en plus. Donc voilà, ça ouvre plein de perspectives, c'est vraiment intéressant, c'est à suivre. Et là il lâche un peu d'informations à peu près tous les 6 mois, 3 à 6 mois. On espère en savoir plus avant 2016 bien entendu, parce que c'est vraiment pas mal du tout. On allait parler de quoi d'autre sinon. Ah oui, David. Oui. On peut parler smartphone. Oui. Il y a de l'entrée de gamme qui s'en vient et de l'entrée de gamme très musclée. Oui, donc voilà, effectivement, on parle un peu smartphone toutes les semaines. Ça fait quand même quelques semaines qu'on attaque du lourd et encore du lourd. J'avais envie de mettre en avant un nouveau smartphone qui a été annoncé par UAE, donc la marque asiatique bien connue, qui a présenté bien sûr le Honor 6 qui est son flagship. Donc on retrouve, c'est un smartphone qu'on connaît entre guillemets déjà par cœur. Si vous avez vu notre test sur le OnePlus One, c'est identiquement le même. C'est très proche d'un Galaxy S5. C'est le même prix aussi, hein, c'est dans les 300 €, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et moi, ici, j'avais envie de parler du Honor 3C, qui est par contre un petit smartphone. Enfin, petit, il fait quand même 5 pouces. Donc, c'est un smartphone, au fait, un petit peu comme on pouvait retrouver il y a 6 mois, 1 an. D'accord. Mais dans des budgets de 300 à 600 €. C'est un smartphone complet, avec des processeurs qui sont tout à fait corrects, avec 2 Go de RAM, donc il n'y a pas vraiment d'économie, avec une super bonne batterie pour ce type de produit, puisqu'on est sur une batterie 2300 mAh. Le tout tournera sous Android 4.2, donc ce n'est pas la dernière version, mais où ils parviennent à faire très très fort, c'est que ce smartphone va être vendu moins de 100 €. Donc 99 € pour ce smartphone. Donc pour tous les gens qui ne cherchent pas absolument à avoir le dernier smartphone à la mode et tout ça, là il y a une alternative à 100 €. Vous avez un smartphone qui est complet, qui permet de tout faire dans des qualités correctes. C'est sûr que vous n'aurez pas le top, mais voilà, j'avais envie de mettre ce produit-là en avant cette semaine. Du coup, ça fait du mal, on le sait, aux fabricants classiques du genre Samsung, Apple également. Hein. On voit que les chiffres de vente diminuent. Peut-être un peu moins chez Apple, ils souffrent moins de ça, mais chez Samsung, ils souffrent beaucoup de cette concurrence nippone, la concurrence des appareils d'entrée de gamme et de moyen de gamme en particulier. Ça s'est vu. Samsung qui annonce de son côté un Galaxy S5 Plus, Sébastien. Oui, alors il souffre surtout parce que Samsung annonce en général son téléphone haut de gamme début d'année au Mobile World Congress et que Apple souffre un petit peu moins ici. Ils viennent de le lancer enfin, ils en sortent aussi un par an, mais ici on regarde les chiffres du dernier trimestre. Ils ne peuvent qu'avoir de bons chiffres suite au lancement du dernier iPhone. Ce qui effectivement laisse un gros trou à Samsung pendant le reste de l'année. Ils ont essayé de sortir un truc au mois d'août. Bon, ça a fait un petit peu de buzz, mais pas énormément. Et ici, ils renouvellent un tout petit peu le S5 en mettant le S5 Plus, qui au définitive est exactement le même téléphone, sauf qu'ils ont un petit peu boosté le processeur. Ils passent d'un Snapdragon 800 à 805, donc ils sont à 2 Go 5, qui est super. Et ils changent la 4G pour arriver en 4G+, donc au lieu de 250 à 300 mégabits, pour autant que tu sois à côté de l'antenne avec le vent dans le dos, etc. Donc c'est pas fondamentalement, si t'avais cassé ton S5, tu vas le remplacer par un S5 Plus, sinon t'as aucune chance qu'on le change pour ça, parce que ça laisse juste présager que le S6 aura au moins du 4G+, et au moins le Snapdragon 805 à 2 Go 5, et probablement beaucoup plus que ça. Les rumeurs pour le moment vont sur un écran 4K. Enfin, il y a plein de rumeurs sur ce que pourra faire Samsung. Les plus grosses rumeurs sont sur la qualité d'écran pour passer à un écran 4K. C'est pas ça qui me fera changer de smartphone, je pense pas vous non plus. Non.
Voilà, non, je viens de changer. Donc on verra. Pas changer toutes les semaines non plus. Non, mais effectivement, oui, il y en a qui changent toutes les semaines, effectivement. Non, mais c'est effectivement, là, on est sur... Qu'est-ce qu'il a? Je vois Sébastien faire des gestes. J'ai changé récemment, mais ça faisait longtemps. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Peut-être pour changer pour un autre chinois, David, un Xiaomi, par exemple. Oui, Xiaomi, donc c'est une marque dont on a déjà parlé, mais de manière très théorique, puisque actuellement les produits ne sont pas en vente en Europe. Mais on vient d'obtenir les résultats du dernier trimestre au niveau vente mondiale pour les smartphones. Et Xiaomi se paye le luxe de rentrer directement à la 3e position. Donc ils sont derrière Samsung qui reste numéro 1, mais qui chute. Apple qui est parvenu à stabiliser. Mais il y avait les annonces, les premières ventes des iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Mais après, on retrouve un Chinois, Xiaomi, Oui. et puis on retrouve Lenovo, et puis on retrouve LG. Donc, voilà, il y a quand même eu pas mal de modifications au niveau du top 5 mondial. Xiaomi qui fait cette entrée. Xiaomi, c'est quand même une boîte qui est relativement importante, dont on parle de plus en plus, qui est parvenue à débaucher un des gros patrons de Google l'année dernière, qui a priori devrait s'étendre au niveau européen et américain, puisque Xiaomi actuellement ne vend que sur le marché asiatique. Donc, on peut imaginer que cette marque, au niveau mondial, pourrait surclasser Apple et ou Samsung. En tout cas, c'est leur objectif, ils s'en cachent pas. Hugo Barra, qui était le vice-président qui était un des vice-présidents de chez Google, a rejoint Xiaomi en tant que vice-président sur le développement international. Vu ce qu'il a fait chez Google, je pense qu'on peut imaginer une bonne suite pour Xiaomi. Tout autre chose, on reste chez toi David, pour parler de cette annonce que Microsoft a fait cette semaine. Microsoft qui se lance enfin dans l'objet connecté, en particulier le bracelet. Oui, avec Bend et la plateforme qui est attachée, qui s'appelle Health, donc qui est prévue pour la santé. J'ai entendu Sébastien dire quelque chose, mais oui, je ne sais pas quoi. C'est une mauvaise blague, il faut pas l'entendre. C'est frustrant. Après Sprout, c'est plus possible. Non, c'est frustrant, allez, dis-nous. Non, il faut bien écouter et revenir un petit peu en arrière. Ça fera un de toute façon, il y a des jeunes oreilles, c'est pas... Ça fait un exercice. C'est un podcast, vous pouvez le réécouter. Oui, continuons, David. Non, mais donc voilà, donc Microsoft effectivement rejoint un petit peu toutes les autres marques sur l'objet connecté, le wearable connecté, donc principalement les montres et les bracelets. Donc ici, Microsoft a pris la décision de l'authentifier comme un bracelet. Ce qui est important à savoir, c'est que ce bracelet sera compatible Android, iOS et Windows Phone. Donc ce sera clairement un complément à un smartphone. Que la plateforme Health qui va être lancée en même temps va permettre d'en apprendre beaucoup sur notre vie, Microsoft propose d'analyser le sommeil, le stress, les pulsations cardiaques. Enfin, au total, il y a 14 capteurs dans le bracelet, donc ils seront à peu près tout sur nous. Et où c'est très différent par rapport aux autres, c'est que Microsoft communique là-dessus, en disant qu'on va pouvoir obtenir des rapports détaillés sur les liens de cause à effet qu'il peut y avoir entre le travail qu'on fournit, les rendez-vous qu'on a, le peu de sport ou le trop de sport, le manque de sommeil ou le trop plein de sommeil. Et donc voilà, Microsoft communique ouvertement sur le fait qu'ils vont croiser ça avec toutes les autres informations qu'ils ont déjà nous concernant, donc avec leur système d'agenda, avec Outlook, avec la suite Office. Et donc, moi, ça m'a un petit peu gêné parce que, effectivement, on se rend compte qu'on fait partie vraiment d'écosystèmes. Mais Microsoft, là, il communique clairement en disant, voilà, on va exploiter ce type de données et on va vous les recommuniquer pour vous donner des rapports. Voilà, moi, ça m'a un peu choqué dans la communication. Je me doute bien que les autres marques font tout pareil et ne le disent pas. J'ai trouvé juste que la mise en avant et les justificatifs de Microsoft étaient un petit peu border par rapport à ça. Il faut savoir que le Bend n'est disponible pour le moment qu'aux États-Unis pour un prix de $199. Ce qui est dans les prix classiques pour ce genre d'appareil. Oui, c'est à peu près dans les mêmes fourchettes. Maintenant, s'agissant de notre vie privée, de ces informations, sont-elles confidentielles, ne le sont-elles pas, dans quel but vont-elles être utilisées, là-dessus, il y a effectivement débat, je pense. Je voyais Sébastien faire la grimace, Marc aussi d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Parce que effectivement, David tire sur Microsoft gentiment sur le fait que
Ils vont exploiter toutes ces données, les autres le font, que ce soit Apple, Google, etc. Et c'est pas la première fois qu'on crucifie Microsoft pour faire ce genre d'initiative. On se rappelle, mais je suis sûr que vous en rappelez tous maintenant du Microsoft Passport. Tiens, oui. Tiens, oui, hein, et on l'a crucifié à l'époque, personne ne l'utilisait. Je sais même pas si quelqu'un en a encore un seul. Et pourtant, aujourd'hui, on s'identifie tous avec un compte Google ou un compte Google. Donc, voilà, ils sont honnêtes, ils le sont peut-être un petit peu trop. Et j'ai quand même juste une question par rapport au bracelet, enfin 2 questions. D'abord, est-ce que ça donne l'heure? Oui, ça donne l'heure. Oui, il donne l'heure celui-là. Oui, on n'en a pas parlé, mais ça donne l'heure. Ouais. Ça donne l'heure. Et puis, c'est le même prix que Fitbit. Les Fitbit, on devrait avoir des tests, j'espère, on verra bien. Mais je suis assez content que ce soit Microsoft qui ait lancé ce modèle et pas Fitbit, parce que sinon, ça faisait quand même encore un autre jeu de mots bien pourri. Encore plus. On dirait que Sébastien a un radar pour repérer ce genre de trucs. Sébastien, avec qui d'ailleurs on a testé, et on vous le fera écouter très prochainement, un test concernant la G-Watch de LG. Je peux déjà vous dire qu'une de nos constatations, c'était de se dire que finalement c'était bien pratique ce genre de montre connectée, parce que ça permettait de ne plus devoir sortir son smartphone de sa poche constamment pour regarder l'heure par exemple. Et pour ça aussi, il y a une application manifestement, Marc, puisque toi tu sais exactement combien de fois on regarde son smartphone par jour. Tu l'as testé. Alors, je ne sais pas combien de fois vous regardez votre smartphone par jour, mais moi, alors là, maintenant, j'en suis à... Ah non, ouais, voilà. Là, maintenant, j'en suis à 23. 23. Ça fait 23 fois que j'ai allumé mon smartphone aujourd'hui, et grâce à Checky. Voilà. Qui n'est pas Checky, qui n'est pas le... Qui n'est pas Chucky, voilà. Checky. Ça pourrait croire. Checky, donc, qui est une application qu'on retrouve pour iOS, pour Android, et dont l'unique vocation est de traquer le nombre de fois que vous allez déverrouiller votre smartphone par jour, et après de vous faire des jolies petites stats avec un beau petit histogramme en dessous pour vous dire, ah, aujourd'hui tu l'as ouvert 46 fois, hier 18 fois, et puis de partager l'information avec vos amis sur les réseaux sociaux. Donc c'est rigoureusement inutile et absolument indispensable. Donc voilà, encore un petit truc un peu idiot, il faut bien le dire. Checky. Et non pas Chucky, hein, même si ce numéro est un numéro d'Halloween, puisque voilà. Voilà, alors... ça perd beaucoup à la redite, mais bon, soit. Marc, la Hongrie veut taxer Internet, et ça, c'est vraiment moche. Oui, ça c'est Halloween, mais en real world. Oui. Alors, effectivement, en Hongrie, il y a 2 personnes en particulier, le Premier ministre, M. Viktor Orban, et M. Mikhail Varga. Rassure-moi, ils sont plus que 2. Non, ces 2-là en particulier, voilà, lui ce qu'on voit à l'écran avec ses petites lunettes. Et ces 2 messieurs ont eu l'idée, pour faire rentrer des sous dans les caisses de l'État, de taxer les téléchargements. Alors, pas avec un quota comme on fait d'habitude. Non, eux, c'est au giga. Ouais. Donc, tu télécharges 1 giga, paf, 50 cents. Tu télécharges un autre giga, paf, de nouveau 50 cents. Alors, quand ils ont vu que les gens commençaient à sortir dans les rues et à balancer des vieux moniteurs cathodiques 19 pouces dans les vitrines, ils ont un peu fait marche arrière, également aussi après s'être pris quand même des gros yeux bien fâchés de la commission. Et finalement, ils ont annoncé qu'ils allaient caper l'hécatombe à 2 € par personne et par mois. Mais évidemment, à l'origine, la taxe était censée être impactée sur les câbles opérateurs, oui, et donc sur les fournisseurs d'accès qui, eux, ça les intéresse pas. Ben non. Donc, quelque part, c'est un gros retour en arrière. C'est impensable au XXIe siècle qu'on en arrive à taxer les télécommunications comme ça. Et j'espère juste que ça ne va pas leur donner des mauvaises idées chez nous. Ceci dit, ça me revient maintenant en mémoire parce que j'en ai entendu encore parler cette semaine, je ne sais plus à quel sujet c'était. L'idée de taxer les connexions Internet revient de temps en temps à la surface quand il s'agit de payer, par exemple, la presse ou certains artistes. On pense de plus en plus à ça pour financer la presse Internet, d'aller chercher l'argent, oui, à la source. Oui, mais ça, c'est une mauvaise idée. On ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est une mauvaise idée fondamentale. C'est exactement comme cette députée française dont on ne citera pas la couleur politique. Je crois que tout le monde la reconnaîtra facilement. Comme ta chemise, peut-être ? Non, pas du tout, au contraire, comme ton voisin.
qui a eu l'idée pour contrer la baisse de revenus des libraires et des éditeurs de livres, de mettre une taxe sur les cartouches d'encre. Ah oui. Ah, tiens, j'ai perdu David dans la foulée. Et ça a été complètement... ça a été évidemment complètement le tollé, etc. Mais donc voilà, on va pas rentrer dans le débat, on pourra en faire un jour, mais ce genre de choses, ça existe chez nous, hein, je suis désolé, t'as pas la taxe sur Internet, tout ça. T'as une taxe sur les photocopieuses, t'as une taxe sur si tu mets de la radio dans ton entreprise. Nous, on a atteint une certaine taille dans notre entreprise et on nous a envoyé un gentil courrier en nous disant « Ah ben vous avez plus de X personnes sur votre payroll, vous utilisez certainement des photocopieuses pour photocopier des articles de journaux, il faut donc payer une taxe. » J'ai dit bah non, on n'a pas de photocopieuse. Mais vous payez la taxe. Ok, bon, d'accord. Ah si, t'as pas le choix, c'est décidé comme ça. Donc, et comme on paye des taxes, c'est pas chez nous, ça c'est en France, ou il y en a peut-être une chez nous, sur les DVD en France, sur les disques durs. Donc, il est inévitable qu'ils voient l'argent là où on dépense dans la télécom. Il est inévitable qu'on choperait une taxe là-dessus. Ça revient régulièrement, hein, cette notion-là. La première fois que je l'ai entendu, ça concernait la musique, le financement des majors. Effectivement, là aussi, des arguments contre sont apparus très rapidement en disant finalement, ça veut dire que les majors ne devraient plus produire de musique, puisque de toute façon, ils sont certains de toucher leur argent. Donc, du coup, ça n'aiderait pas, en tout cas, la création artistique. Ici, c'est un petit peu... Enfin, voilà. On a un petit peu quitté le monde de la taxe pure et dure, telle que les Hongrois la concevaient, mais c'est pour dire que ça existe aussi, enfin que des notions de taxes au giga ou à la quantité, au volume en tout cas, c'est pas une exclusivité hongroise, hein, soyons clairs. On va terminer avec Seb et une information qui concerne Twitter. On se rappelle tous de TweetPeak, qui est cette petite application qui ne fonctionne qu'avec Twitter en fait, qui permettait c'était pour joindre des images au départ à ces tweets, hein, c'est ça l'idée, si je me trompe pas. Comme le nom l'indique, et effectivement ça sauvait, toutes les photos étaient sauvées sur les serveurs de TweetPeak, parce qu'à l'époque Twitter n'offrait pas ce type de fonctionnalité. Alors TweetPeak a longtemps cherché un repreneur. D'abord ils se sont un petit peu engueulés avec Twitter, et puis ils ont cherché un repreneur parce qu'ils disaient ok, on n'a plus de sous, on est à genoux. Un repreneur s'est montré et puis le repreneur a dit non, je mets plus de sous. Bon voilà, toute l'histoire fait que TweetPeak est mort, définitivement mort, mais que pour le bien-être des utilisateurs de Twitter a fait un dernier geste de bonté et s'est dit ok, je ne vais pas vous laisser tous mourir, je vais récupérer les photos et on va les mettre chez nous. Alors on parle sur le web, on parle de rachat, il n'en est rien. TweetPeak annonce juste sur son blog que TweetPeak est mort, mais que les photos seront maintenant hébergées par Twitter et que voilà, ils sont partis pour d'autres aventures. Donc mais adieu TweetPeak. Donc cet historique est finalement fort peu intéressant parce qu'on le sait tous, hein, l'historique sur Twitter est assez, ça pourrait être très éphémère, que ça ne changerait pas grand-chose à notre manière de vivre avec ce réseau social. Je vois pas trop l'intérêt de conserver ces images. Je te rejoins pas totalement, ça dépend qui tu vas voir. Il y a des gens qui ont évidemment des diarrhées de tweets, oui. mais pas tout le monde a diarrhée. Merci pour l'image. C'est fleuri. Quand tu vas voir certains politiciens, par exemple, ça a été beaucoup utilisé pendant les campagnes. On va revoir les anciens tweets, et là, ça a un certain intérêt de voir qu'est-ce qu'ils disent en campagne, qu'est-ce qu'ils disent en dehors, etc. Donc ça a un intérêt médiatique parlant. D'accord, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question cette semaine sur l'actualité technologique pour ce numéro 8 des Technos. On a perdu David dans la foulée, mais c'est pas grave, hein, il est toujours en vie, on le retrouvera très prochainement, dès la semaine prochaine pour le numéro 9. Merci beaucoup Sébastien, merci Marc, passez une bonne semaine. Avec plaisir. À très bientôt, au revoir.